Salut Léla, Salut Pierre. salut Arthur. Salut Pierre. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Léla, tu es députée européenne, membre de la France Insoumise. Arthur, toi, tu es membre de la CGT Livreur, je crois. Tu as été un ancien travailleur des plateformes numériques. Aujourd'hui, tu travailles pour une coopérative de coursiers à Bordeaux, enfin dans la région bordelaise. Je crois, tu vas peut-être nous en dire davantage. Lundi dernier, Leïla, toi, tu as remis à la Commission européenne une proposition de directive relative aux droits de ces travailleurs, des travailleurs des plateformes numériques. On va revenir d'ailleurs sur l'initiative que tu as prise, parce que c'est assez inédit au sein du Parlement européen. Mais d'abord, peut-être un premier mot d'Arthur. Tu as été livreur, je l'ai dit. D'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a conduit à te tourner vers ces plateformes. En quoi exactement consistait ce métier? Quel était ton quotidien? J'ai une succession de questions là, mais tu vas nous faire un résumé. C'était quoi ton type de contrat? C'était quoi tes droits? Est-ce que tu en avais d'ailleurs? Comment tu étais rémunéré? Sur quelle base? Beaucoup de questions, mais on se pose quand même cette question parce qu'aujourd'hui, ce qui a fait agir depuis longtemps Leïla, c'est aussi le fait qu'il y a une distinction entre plusieurs types de salariés. Le salarié que tu étais hier et celui que tu es aujourd'hui. Eh bien, tout à fait. Je vais te faire un petit résumé de ma vie à l'époque. Alors, c'est parti. Donc, en gros, moi, j'ai fini mes études fin 2015 à Paris, un master, et j'ai pas trouvé de travail. Je suis allé à Bordeaux parce que c'était pas possible de vivre à Paris déjà, sans travail. Déjà que étudiant pendant 2 ans et demi, c'était compliqué. Et voilà, en gros, je descends à Bordeaux. J'ai plus de dettes que d'argent de côté, et il faut que je trouve un travail. J'en trouve pas. J'ai un ami à Bordeaux en fait, qui travaille à Deliveroo qui me dit bah, vas-y, prends ça en attendant. Ils embauchent dans la journée limite quoi. Et donc effectivement, je suis allé sur le site internet de Deliveroo. T'as pas besoin de poser un CV, tu dis juste ben, j'ai un vélo, ce qui n'était pas vrai. J'aime manger, ça allait. Et le lendemain, tu es dans les bureaux de Deliveroo. Ils te montrent une vidéo, ils t'expliquent que faut être poli, etc. Et ils te donnent un contrat. Et ce contrat, c'est pas un contrat de travail. C'est un contrat de partenariat en fait. Et ils te disent que voilà, tu vas pouvoir commencer, mais que faut que pour toucher ta première paye, il va falloir que tu t'inscrives en tant que micro-entrepreneur et donc créer ton entreprise. Et donc je commence à lire le contrat. C'est pas une habitude que j'ai la plupart du temps quand je signe des contrats, mais là vu que je sentais un petit peu une arnaque déjà à l'époque, je commence à lire le contrat et puis on me dit bah non non mais tu le feras chez toi et puis si t'es pas d'accord au pire tu travailles pas chez D'accord. nous, pas grave. Et donc j'ai lu le contrat après puis je sens bien que je suis pas dans une relation habituelle employé salarié Employeur, en tout cas employé. actuellement quoi. Et donc bah, très rapidement en fait tu commences. J'ai acheté un vélo bien pourri parce que j'avais pas d'argent et tu pédales donc t'attends sur une place, t'attends les livraisons qui tombent. À l'époque, attendre les livraisons qui tombent, c'était pas trop stressant parce que tu gagnais un tout petit peu à l'heure. C'était 7,50 € de l'heure, quoi. Et, euh, et tout ça, donc, c'est pas un salaire à proprement dit, c'est un chiffre d'affaires. Puisque c'est 7,50 € de l'heure que tu vas gagner si tu n'as pas de commande. Et ben ensuite, ça va être à toi de payer ta part de cotisation. Donc, c'est du brut, c'est ta part de cotisation. Elle n'est pas complétée par la part de cotisation que normalement paye ton employeur. Ce que certains appellent donc les cotisations patronales, mais qui font partie des mêmes cotisations au final. Et, euh, et en fait, tu vas te rendre compte assez rapidement que ces cotisations patronales, elles vont te manquer. Par exemple, quand on s'aperçoit que nos rémunérations elles chutent, parce qu'il y a des bonus qui s'en vont, parce qu'avant, tu avais des bonus au week-end, des bonus quand il pleuvait pour t'inciter à travailler les moments où ils avaient le plus besoin, bah, ces bonus-là, ils disparaissent un peu, puisque la notoriété de la plateforme, elle est faite, et il y a plein de gens qui postulent, parce qu'on est dans un pays qui, comme la plupart des pays, n'a pas recouvert, on va dire, sa force économique d'avant la crise. Il y a beaucoup de chômage, notamment chez les jeunes. Et donc, il y a énormément de gens qui vont postuler. Donc, une concurrence. Et donc, vu qu'en fait, en tant que micro-entrepreneur, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a rien, on est juste sur un contrat commercial. C'est-à-dire, ben, pour eux, si tu vends rien, c'est-à-dire si tu ne vends pas une livraison avec ton corps, tu n'as rien fait. Donc, tu n'as pas de rémunération. Et donc, en fait, ils embauchent de plus en plus, ils passent les rémunérations à la tâche. Et là, en fait, on a une baisse de rémunération. Et là, on se rend compte qu'en fait, ne pas avoir de protection, c'est dérangeant. Et moi, je me rends compte que bah, les cotisations patronales, elles vont manquer au moment où, en fait, bah, les plateformes me virent quand on crée un syndicat en réponse à bah, cette baisse organisée et unilatérale des conditions de travail.
Et donc, En gros, quand même, qu'on ait une idée sur le salaire, j'imagine que c'est très variable, mais si tu es livreur à Paris ou livreur à Bordeaux, c'est pas la même chose? bah, les rémunérations maintenant sont semblables. Avant, il y avait effectivement une petite différence entre Paris et Bordeaux pour la plupart des plateformes. Maintenant, elles ont quasiment toutes disparu. Mais la faible différence qu'il y avait avant, elle équivalait pas non plus à la différence du niveau de vie qu'on doit avoir à Paris D'accord. pour vivre. En gros, à l'époque, moi, je gagnais, on va dire, 13-14 € de l'heure, en comptant, parce que je travaillais tous les soirs de week-end pour avoir le bonus week-end, etc. Maintenant, on est passé en dessous de 10 pour Ouais. la plupart des plateformes. Et donc, ouais, en gros, les cotisations patronales, elles me manquent. Moi, quand je me fais virer par Deliveroo, ils me changent juste mon mot de passe. Ça, c'est un truc qui change aussi dans le milieu. Et que, en fait, j'ai pas le droit au chômage. Je vais carrément en fait à la CAF pour demander le RSA le temps de retrouver quelque chose. Et on me dit qu'en fait j'ai pas le droit au RSA tout de suite parce que j'ai pas de rupture de contrat de travail à montrer. Faudra que je leur montre que je gagne rien pendant les 3 prochains mois pour avoir quelque chose. Donc voilà, en fait une précarité, une précarité qui, quand on a besoin d'un travail, on la voit pas tout de suite, mais au moment où on a un problème, elle est flagrante en fait. Et c'est aussi pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans ce milieu-là et qui peut-être n'ont pas encore cette vision problématique de ce qui va manquer comme protection dans ce travail-là, mais qui vont le découvrir malheureusement bah, au premier problème venu. Je l'ai dit, enfin, tu l'as évoqué toi-même d'ailleurs, vous avez été à un moment donné vous avez été obligé de créer votre propre syndicat. Toi, tu es militant à la CGT. Il n'y a pas eu un retard à l'allumage de la part des syndicats justement sur l'émergence de ces nouveaux métiers, des milliers de jeunes, moins jeunes d'ailleurs parfois, qui se sont mis à travailler sur ces plateformes. Les syndicats n'étaient pas prêts, ils n'ont pas visiblement travaillé sur ces questions-là. Vous avez été seul pendant très longtemps quand même. Ça dépend des démarches syndicales qu'on va avoir. À la CGT, en gros, on va pas aller pêcher des travailleurs si on n'en est pas un du domaine. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on a créé la CGT Coursier à Bordeaux, il y a eu effectivement une réflexion qui a été faite par rapport à notre expérience. Hmm. Voilà comment on fonctionne. Après, évidemment, il y a eu quelques lacunes au début. Il manque énormément d'informations sur ce qu'est l'ubérisation, sur ce qu'est le travail de plateforme, le management algorithmique. En fait, il y a tout un paquet du nouveau modèle d'exploitation qui arrive avec les plateformes où ils mettent tout ce qu'il peut y avoir de nouveau et de pire dans le numérique pour exploiter, y compris le statut de micro-entrepreneur. Et forcément, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, je considère que la CGT, elle fait pleinement son travail, que ce soit dans nos UD et sur le déploiement national qu'on est en train de faire, ou que ce soit à la Fédération du transport ou à la Confédération. On aimerait toujours que ça aille plus vite, hein, c'est évident. Mais voilà, il a fallu effectivement faire comprendre, nous, venant du terrain, quelles étaient nos spécificités pour que ça avance plus vite. Alors Leïla, toi, tu travailles sur ces questions-là depuis un long moment, hein. Tu milites beaucoup sur les statuts, sur la protection du statut et des travailleurs indépendants. Et fait nouveau, je le disais tout à l'heure, au Parlement européen, tu as proposé une directive pour donner un droit à ces travailleurs. On va revenir sur l'initiative qui est la tienne parce qu'elle est quand même très intéressante à l'échelle européenne. Mais d'abord, elle propose quoi exactement, concrètement, cette directive? Alors, c'est vrai que c'est comme tu le dis, Pierre, c'est une initiative qui est peu courante au Parlement. On pourrait se dire en fait que c'est normal que des parlementaires fassent des directives. Juste peut-être préciser pour tous ceux qui nous regardent qu'une directive, c'est l'équivalent d'une loi, mais au niveau européen. Donc c'est le travail parlementaire qui débouche sur une directive. Mais dans l'Union européenne, en fait, on doit, nous parlementaires, attendre d'avoir une proposition de directive qui émane de la Commission européenne et on a le droit, nous, uniquement d'amender. Sauf que, en fait, moi, j'en avais un peu marre d'attendre la proposition qui était censée venir de la Commission européenne sur ce qui concernait la protection des travailleurs des plateformes. Il faut savoir que ça fait 1 an, donc quasiment depuis que j'ai été élue députée, qu'on attendait la proposition. Ça fait plus d'1 an que la Commission européenne avait dit il y a un problème avec les travailleurs des plateformes, il y a un problème de statut. La situation qui est décrite par Arthur, c'est la même partout en Europe, où on a des plateformes qui embauchent des indépendants qui ne sont pas censés être leurs employés. Hein. Elles disent ce sont des indépendants, en fait. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, eh ben, ces indépendants, ils ne sont pas libres de fixer leurs tarifs, ils ne sont pas libres de fixer leurs horaires, ils ne sont pas libres d'aller où ils veulent, ils bossent pour des plateformes qui les sanctionnent.
Ça, c'est toutes les caractéristiques de ce qu'on appelle le lien de subordination. Et c'est ce qui fait que normalement, dans la vie réelle, quand il y a ces caractéristiques-là, en contrepartie du lien de subordination, ben, on a le droit du travail, la protection sociale qui est celle du statut salarié. Mais les plateformes, elles ont inventé un modèle où, en gros, pour éviter d'appliquer le droit du travail et de donner de la protection sociale à leurs salariés, elles se sont dit, tiens, on va utiliser le statut d'indépendant, mais sans leur donner la liberté et l'autonomie des indépendants. Et donc, il y a 1 an déjà, la Commission européenne a dit ça ne peut plus durer, tout ça, cet entre-deux où on n'est pas vraiment indépendant, mais on n'est pas officiellement salarié. On va légiférer sur les travailleurs des plateformes. Bon. Nous, en peu de temps après, il y a un peu moins d'1 an, on a organisé au Parlement européen le Forum transnational des alternatives à l'ubérisation. On a fait venir des coursiers à vélo, des taxis victimes de l'ubérisation, des chauffeurs VTC de toute l'Europe, de Californie, pour justement, là, ce n'était pas pour le coup Leïla qui allait porter la parole des travailleurs, c'était les travailleurs eux-mêmes dans le Parlement européen qui ont discuté avec les représentants de la Commission européenne. Et depuis, toujours rien, toujours rien. Donc, en fait, moi, je me suis dit, plutôt que d'attendre la proposition de la Commission qui tardait à arriver, alors qu'il y a urgence, alors même que là, on a tous vu pendant le confinement que ces gens-là qui font le métier d'Arthur, ils étaient envoyés au charbon pour nous livrer nos repas à nous, citoyens confinés, sans aucune protection, sans aucun droit. Alors même qu'il y avait urgence, il n'y avait rien. Donc, c'est là que j'ai en fait réuni un groupe d'experts, de juristes, pour écrire une proposition de directive relative aux travailleurs des plateformes que j'ai d'ailleurs, là, on avait imprimé en anglais et en français. Bon, malheureusement, en fait, Covid oblige, on ne peut pas la remettre en main propre, mais donc j'ai pu la présenter lundi à la Commission européenne. J'avais rendez-vous avec le commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, Nicolas Schmit. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette proposition? Qu'est-ce que tu proposes exactement dans cette directive, pardon? Ouais, alors en fait, tout l'enjeu, c'est de donner aux travailleurs des plateformes les mêmes droits que n'importe quel travailleur, que n'importe quel salarié en France. À partir du moment où il travaille pour une plateforme qui donc lui choisit ses tarifs, a un algorithme qui, comme le décrivait Arthur, voilà, qui décide de ses conditions de travail. Donc alors, il faut savoir que nous, donc dans la proposition de directive, il y avait un enjeu qui était de ne pas créer un 3e statut. Parce qu'en fait, si tu veux, tout le débat, et c'est un débat qu'on retrouve au niveau national, qu'on retrouve un peu partout, c'est que donc on a le statut d'indépendant, on a le statut de salarié et les plateformes. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré les lobbyistes de Uber et de Deliveroo au Parlement européen. Et c'est bien ce qu'ils me disaient. Ils ne me disaient pas il faut un statu quo. Hein. Ils me disaient on va inventer un 3e statut. Un 3e statut on donne un petit peu de protection sociale, on donne un petit peu de droit du travail, mais attention, surtout pas, on donne le droit du travail et la protection sociale des salariés. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux? Parce que c'est inventer une condition, un contrat dérogatoire au droit commun qui, maintenant, aujourd'hui, là, est utilisé pour les travailleurs des plateformes, mais qui, demain, peut très bien être utilisé dans différents secteurs de l'économie. Et tu sais, parce que cette question du faux indépendant qui permet aux plateformes, aux employeurs de s'exonérer justement de leurs responsabilités d'employeur, de ne pas donner le droit du travail, de ne pas donner la protection sociale. Là, on en parle pour les plateformes Uber, Deliveroo. Mais tu sais, il y a quelques semaines, là, je suis allée soutenir les salariés de Monoprix. Les travailleurs de Monoprix, figure-toi que pendant le confinement, Monoprix a découvert comment remplacer les salariés qui étaient en arrêt maladie. Ils ont découvert qu'il y avait une plateforme qui s'appelle StaffMe, qui permet aux étudiants de trouver des jobs en s'inscrivant en tant que micro-entrepreneur. Monoprix a découvert que plutôt que d'avoir des salariés avec un contrat, avec une durée, ils pouvaient embaucher des étudiants à la tâche en passant par cette plateforme StaffMe et ça leur permettait de ne pas assumer une responsabilité d'employeur parce que ces gens-là sont considérés comme des indépendants. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire rentrer les travailleurs des plateformes dans le droit du travail. Et concrètement, ce qu'on dit, je ne vais pas t'aller trop dans les détails parce que ça va être un peu chiant pour tout le monde, mais en gros, cette directive, elle est applicable traité constant. Tu sais, moi, à la France Insoumise, on est très, très critique sur les traités européens. Ouais. On a fait une directive que la Commission européenne peut copier-coller. Moi, c'est ce que j'ai dit lundi à Nicolas Schmit, le commissaire. Je lui ai dit, écoutez, vous mettez du temps, on a vu que ça prenait du temps, là, le temps presse, vous avez juste à la copier-coller. Hein. Vous prenez l'article 153 du TFUE, et ça fait que les travailleurs des plateformes, dans chacun des États membres, en fait, ce n'est pas plus compliqué que ça, hein, dans chacun des États membres, ils accèdent à la protection sociale et au droit du travail qui est en vigueur dans l'État membre.
Tu l'as dit, tu as rencontré justement et tu as remis cette proposition de directive lundi au commissaire européen Nicolas Schmit. Il a reconnu lui-même le travail effectué sur l'écriture même de cette directive. Et qu'est-ce qu'il en pense de cette proposition de directive? Est-ce que tu penses que ça a des chances d'être débattu au Parlement, voire peut-être d'être adopté? Alors, en fait, moi, là-dessus, je suis à la fois optimiste et lucide, en fait. Parce que optimiste dans le sens où, en fait, à chaque fois que les travailleurs vont devant les tribunaux, vont devant les prud'hommes pour demander à requalifier la relation qu'ils ont avec la plateforme en contrat de travail, les juges disent eh ben oui, en effet, c'est un contrat de travail. Là, dernièrement, il y a des centaines de chauffeurs VTC qui sont allés devant les tribunaux pour dire en fait la relation qu'on avait avec Uber, c'était pas celle d'un indépendant, mais c'était bien celle d'un salarié. Uber a dû faire des chèques pour payer les heures sup, les congés, les frais de réparation, etc., etc. Les juges nous donnent raison, les tribunaux nous donnent raison. La Cour de cassation en France, pour prendre l'exemple français, mais c'est le cas d'un certain nombre d'États en Europe, nous donne raison. En Californie, tu as certainement dû en entendre parler, l'été, alors ce n'était pas l'été dernier, c'est l'été 2019, il y a eu une loi dans l'État de Californie qui a imposé aux plateformes de reconnaître, de donner à leurs travailleurs les mêmes droits qu'à un salarié. Ouais. Sauf que là où, quand je te dis, je suis en même temps optimiste et puis lucide, c'est que on sait que les plateformes, elles vont pas se laisser faire. Et elles sont capables d'investir des millions et des millions d'euros ou de dollars pour faire en sorte qu'elles continuent de cette totale impunité et qu'elles évitent d'assumer leurs responsabilités d'employeur. Tu sais que le jour des élections américaines, il y avait une autre élection qui avait lieu en Californie, justement. C'était un référendum. Parce que là-bas, la loi est un peu particulière et les plateformes numériques, Uber, Lyft, ont pu organiser un référendum dans lequel elles ont mis 200 millions de dollars pour annuler la loi dont je viens de parler en Californie, qui leur imposait de reconnaître que leurs travailleurs étaient des salariés. Elles ont gagné ce référendum de peu, mais tu sais qu'elles ont investi 200 millions de dollars, et puis le camp d'en face, il y avait 20 millions de dollars en face. Donc, on voit la différence. Et donc, tu sais que l'Union européenne, en plus, c'est un peu le royaume des lobbies. Bien évidemment, les plateformes ne vont pas se laisser faire. Et moi, le commissaire, lundi, comment je l'ai senti déjà, le truc, je savais qu'évidemment, il n'y aurait peut-être pas forcément il n'allait pas m'annoncer de scoop là, comme ça, à ce moment-là. Mais il y a plusieurs éléments très, très positifs. C'est d'abord le fait qu'il est contre le troisième statut, donc cette espèce de trappe entre deux. L'autre élément positif, c'est qu'il est conscient du fait que des rapports de force. Alors, tu sais, le président Emmanuel Macron, en fait, on a l'impression que c'est une espèce de VRP des plateformes, d'Uber et Deliveroo. Et si je te dis ça, c'est vraiment des choses que j'ai pu constater, que je constate au jour le jour au Parlement européen. Quand j'ai rencontré les lobbyistes de Uber Deliveroo, le mec de Deliveroo, il avait des étoiles dans les yeux quand il parlait de Macron, en expliquant qu'il allait voir la semaine d'après le gouvernement Sanchez en Espagne. Justement, avec des parlementaires de la majorité de Macron au Parlement européen. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ta proposition de directive? En fait, ce qui est posé. Alors, disons que le plus gros frein qu'on a au Parlement européen, il vient justement des parlementaires français macronistes. Disons que j'ai moins de freins quand je vais voir même la droite, certains à droite. Je pense là à Denis Radke, un parlementaire allemand de droite, qui siège avec moi en commission emploi affaires sociales. Il a signé un courrier avec moi à la Commission européenne. Il est sur la ligne là dont je parle, c'est-à-dire faire rentrer les travailleurs des plateformes dans le droit qui concerne les salariés. Et les plus gros freins que j'ai, ça va venir de la part des macronistes, qui sont, en gros, on a l'impression, les représentants des plateformes. Même si c'est à relativiser parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus seuls sur cette position, en fait. Et voilà, donc tout ça pour revenir à Nicolas Schmit, tu me demandais ce qu'il en était. Il faut savoir qu'il y a des rapports de force au sein de la Commission européenne et que lui, il est commissaire à l'emploi, aux affaires sociales, mais on a une commissaire à la concurrence qui ne voit pas les choses du même ordre. Donc moi, ce que je lui ai dit, en gros, c'est Nicolas, on peut t'aider. Enfin, je lui parle pas, non, je vous vois, mais je dis, en gros, nous, ça, c'est aussi un moyen de mettre la pression, évidemment, dans les négociations qui vont continuer, mais aussi dans le rapport de force et le bras de fer contre les plateformes et contre l'influence des plateformes. Parce qu'elles ont des lobbies déjà constitués au Parlement.
nous, à nous de les constituer et de pousser pour faire valoir justement l'intérêt des travailleurs plutôt que l'intérêt des plateformes. Alors justement, dans la continuité de ton travail, tu as lancé en septembre dernier un site qui s'appelle pourquiroulez-vous.eu et qui donne la possibilité de comparer le statut d'auto-entrepreneur à celui de salarié. Et là, je vous pose la question à tous les deux parce que toi, tu en as fait l'expérience, je pense, quand tu étais livreur, Arthur, mais est-ce que justement le principal risque dans ces débats, c'est pas d'opposer les travailleurs? Est-ce que justement il n'y a pas cette volonté? On a vu la bataille des taxis contre les Uber, par exemple, leurs intérêts étaient pourtant convergents. Et on a vu une véritable guerre s'installer entre eux. Est-ce que c'est la loi du plus fort qui marche, diviser pour mieux régner, qui est en train de s'installer aussi à travers ces plateformes numériques, à travers ces nouveaux métiers qui sont en train d'émerger? Tu poses la question à tous les Arthur? deux. Ouais. Allez, vas-y, comme tu veux. C'est évidemment que c'est facile quand on a affaire à un monde de plus en plus précaire et à une population ciblée précaire de les mettre en concurrence parce qu'il y a plus de besoins immédiats dans ce public-là. Moi, quand on perd son travail d'une semaine à l'autre pour X raisons, on peut avoir l'impression que c'est parce que quelqu'un nous l'a récupéré. Quand il n'y a pas assez de commandes, quand on attend sur un banc une livraison, on peut avoir l'impression que c'est la personne qui est en face de nous. Et les plateformes essayent effectivement de créer ce genre de camp. Après, nous, on n'a pas vraiment la même situation qu'avec les VTC au niveau des livreurs, et je ne me permettrai pas de parler à la place des VTC. Il y a peu de gens au final qui se sont plaints en étant salariés d'avoir perdu leur job à cause de ça. Mais il y en a eu pourtant. Et c'est peut-être parce qu'eux, ils n'étaient pas réellement organisés à ce moment-là. Après, au-delà du fait de parler de VTC ou de livreur à vélo, il y a vraiment un modèle de société, d'exploitation du travail qui veut être généralisé par les plateformes. Uber, c'est un service multiservice tentaculaire sur du multitravail. Quand Leïla parlait de la plateforme StaffMe, aujourd'hui, les nouvelles boîtes d'intérim qui se montent avec des investissements importants sont des boîtes d'intérim de micro-entrepreneurs et qui vont aller faire tout un tas de tâches différentes. C'est-à-dire remplacer, par exemple, des gens qui vont se mettre en arrêt maladie ou qui vont faire valoir leur droit de retrait parce qu'il n'y a pas des conditions de santé ou de sécurité minimales, on va dire, organisées par la loi. Là, on va mettre des micro-entrepreneurs. Donc, cette opposition, elle se fait même en général. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait dire, en fait, quand on entend parler de micro-entrepreneur ou de livreur à vélo, de VTC, peu importe quel est ton métier aujourd'hui, il faut que tu tendes l'oreille parce qu'on parle probablement de ton travail aussi à moyen terme. Ouais. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Et du coup, Leïla, justement, sur ce qui nous paraît être justement parfois des batailles professionnelles, alors que justement les salariés de Uber ou les salariés d'un chauffeur taxi sont des salariés convergents. On a créé un système où on les met en opposition, voire on crée un conflit entre des salariés. Mais en fait, moi, avant de travailler sur ces questions-là, pendant un certain nombre d'années, j'étais engagée sur les questions de précarité. Et on a l'impression que le capitalisme a toujours essayé de trouver des stratégies de contournement au fait que collectivement, sur un même site, les salariés, les travailleurs s'organisent. Si on prend le modèle de l'usine, on va dire, du XXe siècle, et puis c'est comme ça en fait qu'ont été acquis le droit au congé, la limitation de la journée de travail et de la semaine de travail, les salariés étaient sur un même site, pouvaient s'organiser. Et puis après, on s'est dit, tiens, si on inventait des contrats d'intérim, des contrats de stage, si on disséminait comme ça, si on atomisait en fait les travailleurs, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser. Et en fait, avec l'ubérisation, on est là-dedans. On a des contrats individuels. Et moi, j'aime bien le slogan du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris. Un de ces slogans, c'est « La rue est notre usine », en fait. Et donc, ce qui est énorme, et c'est pour ça que dans le travail que fait Arthur avec la CGT Livreur, dans le travail que fait le CLAP, dans le travail que font d'autres en organisant les VTC, c'est d'arriver à surmonter ces barrières-là et dont se servent vraiment les plateformes pour arriver à de l'organisation collective. Et moi, là aussi où je pense, j'essaye d'être utile au Parlement européen, il y a tout le travail parlementaire, mais c'est aussi aider à faire en sorte que ces plateformes qui, ces plateformes, elles s'organisent même pas à l'échelle nationale, hein, elles s'organisent à l'échelle européenne. Elles utilisent l'Union européenne comme un terrain de jeu. C'est comment essayer de créer du lien
entre les travailleurs, mais des différents pays qui rencontrent toutes ces mêmes problématiques. Et juste par rapport à ce que tu disais sur, c'est vrai, l'opposition taxi, VTC, qu'on voit beaucoup en France, hein, le cloisonnement, qui finalement rend service en fait aux plateformes. Parce que moi, quand je discute avec des taxis, quand je discute avec Brahim Ben Ali, qui a monté le collectif des chauffeurs Uber, ils sont tous les deux opposés aux plateformes, ils luttent contre tous les deux aux plateformes. Et moi, j'espère qu'on arrivera à une situation un peu comme en Espagne, où en Espagne, tu as un mec qui s'appelle Tito Alvarez, qui est chauffeur de taxi, qui a monté une mobilisation des taxis à Barcelone d'ailleurs, et puis qui a permis de réglementer Uber à Barcelone. Il y a un quota de chauffeurs Uber par taxi. Et en fait, ce mec-là, tu lui parles même il me dit, tu me parles de taxi, tu me parles des plateformes, je peux te parler de tout, je te parle de services publics. Et ils ont réussi là-bas à créer une alliance, une convergence entre tous les secteurs, à la fois ubérisés, les travailleurs ubérisés et victimes de l'ubérisation, mais jusqu'à la lutte contre Airbnb, en disant, ben voilà, quand il y a du Airbnb dans des villes justement comme Barcelone, c'est du logement en moins parce qu'à la place, on a voilà, des logements qui sont de courte durée. Mais je crois j'espère en tout cas que c'est le chemin qu'on va prendre en France, parce que c'est bien comme ça, c'est bien par la convergence des différents secteurs et puis à l'échelle européenne qu'on arrivera à les faire flancher, les plateformes. J'ai une dernière question pour tous les deux. On a beaucoup parlé justement des plateformes numériques. On parle beaucoup en ce moment du boycott d'Amazon, du danger que représentent ces plateformes numériques, du danger que représente Amazon dans ce moment où justement les gens investissent plus, ou en tout cas achètent plus en ligne. Mais quand on sait ce que c'est justement Deliveroo ou Uber, on peut se dire quand même qu'il y a des alternatives qui existent quand je parle des alternatives de consommation. Et il s'agit de prendre les transports en commun, il s'agit de se faire à manger tout seul. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu passer la polémique du pauvre avocat, j'ai oublié son nom, Charles Consigny, qui nous expliquait que c'était horrible d'interdire les livreurs à partir de 21h parce que comment on allait faire pour pouvoir se nourrir. Enfin bref, donc du coup, ces alternatives, elles existent, c'est dans les modes de consommation. Est-ce qu'il n'y a pas un débat à avoir, ou peut-être même des décisions à prendre d'ordre politique sur l'utilité sociale de ces métiers? Est-ce qu'il faut boycotter, Leïla? C'est une très bonne question. Et en fait, moi, je suis un peu agacée par les appels au boycott, en fait, les appels à boycotter Amazon, à la responsabilité individuelle. Et je trouve que c'est un peu facile. Et moi, je comprends complètement que quelqu'un qui cherche à faire ses cadeaux de Noël, s'il est ric-rac, parce que voilà, la fin de mois a été difficile, qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il a quand même envie d'offrir des cadeaux de Noël, qu'il fasse le choix plutôt d'aller sur Amazon plutôt que d'aller ailleurs. Moi, je pense que la solution, elle est avant tout politique. Et les alternatives, tu disais, il y a les alternatives en termes de consommation. Évidemment, quand on peut le faire, c'est bien. Hein, mais je crois que, en tout cas, moi, mon boulot, c'est pas de faire la morale aux gens pour leur dire arrête de commander sur Amazon. Je trouverais ça un peu malaisant. Mais moi, si on parle d'alternatives, je suis beaucoup plus intéressée par les alternatives telles que celles qu'a montées Arthur, les coopératives. Mais en fait, je voudrais juste aussi souligner quelque chose là, quand tu parles du lien avec Amazon. C'est qu'il y a quelque chose dont on parle peu, c'est le fait que ces plateformes-là, à la base, que ce soit Amazon, mais que ce soit Uber ou Deliveroo, au départ, elles existent parce qu'elles sont censées faire l'intermédiaire. Amazon fait l'intermédiaire entre le commerçant et le client, Uber entre le gars qui veut aller d'un point A à un point B et puis le gars qui le transporte, enfin, le chauffeur, et Deliveroo entre le restaurant et le client. Et là où c'est très, très, très dangereux, ce qu'on a devant nous, et moi, pour avoir travaillé donc à la fois sur les plateformes et sur Amazon, c'est vraiment un point commun que je constate, c'est le fait que ces plateformes qui étaient censées faire l'intermédiaire entre A et B, au final, elles ont vocation à bouffer B. Parce que tu sais que pour Uber, figure-toi que Uber a pour projet, il visait à la base les Jeux Olympiques à Paris, avec toutes les données qui sont accumulées, qu'ils ont engrangées, à terme, le projet, c'est la voiture sans chauffeur. Donc, on devait faire l'intermédiaire entre le chauffeur et la personne qui se déplace. À terme, on va remplacer le chauffeur. Pour Deliveroo, tu sais que le Deliveroo accumule un certain nombre de données. Ils vont savoir, par exemple, que dans le 10e arrondissement de Paris, on aime bien manger des hamburgers. Dans le 11e, des sushis. Ils vont créer, eux-mêmes, ils ont déjà commencé à créer ce qu'on appelle des dark kitchens, dans lesquels il y a des restaurants, mais ce sont des restaurants, c'est pas un restaurant, en fait, c'est une cuisine Deliveroo. Je sais parce qu'en fait, le CLAP à Paris, le collectif des livreurs autonomes de Paris
euh, organise régulièrement des mobilisations devant la Dark Kitchen de Saint-Ouen, par exemple, où dedans, en fait, c'est comme si tu avais 20 restos, chacun a son petit box, ils font la cuisine, et donc à terme, c'est la suppression des restos. Pour Amazon, c'est la même chose. On sait que, par exemple, le commerçant qui va utiliser la marketplace d'Amazon vendre des produits sur Amazon, il va vendre, je ne sais pas moi, du liquide vaisselle. Amazon va constater qu'on vend plus de liquide vaisselle à la fraise qu'au citron. Au départ, il va servir d'intermédiaire entre le vendeur de liquide vaisselle, fraise et citron et le client. Et après, lui-même va fabriquer du liquide vaisselle fraise et donc va avoir le monopole et supprimer les commerçants. Et ça, c'est ce qu'on a devant nous. Et c'est très dangereux pour des boîtes qui ne payent même pas leurs impôts. À une époque où voilà, on se rend compte à quel point c'est important d'avoir de l'argent pour les hôpitaux, par exemple. Arthur, sur cette histoire de boycott, c'est faire prendre le risque que des milliers d'emplois disparaissent, à commencer par celui qui a été le tien? Globalement, moi, changer les choses avec des boycotts et avec sa carte bleue, c'est pas non plus ce que je me fais comme idée d'une démocratie. Parce que déjà, ça donne encore une fois plus de droit au vote à des gens qui ont plus d'argent et qui pourraient dire je vais dépenser cette plus grosse somme que j'ai que quelqu'un de plus précaire. Donc voilà, je suis pas un grand fan. Effectivement, je pense qu'on élit des gens comme Leïla Chaibi et on a élu une majorité. Enfin, le on, bien sûr, c'est le pays, hein, et qui doit prendre ses responsabilités face à des entreprises qui organisent l'exploitation et la précarité de travailleurs. Parce qu'il y a même des gens qui arrivent dans le milieu et qui ne sont pas forcément précaires, ils le deviennent en commençant à travailler par les plateformes sur une masse d'arnaques au salaire mirobolant qui est proposé par les plateformes. Ouais. Non, là, le travail qui doit être fait, évidemment, il doit être syndical. Ça va être à nous, dans les moments de grève, de décider quand il n'y aura pas de livraison, par exemple, avec les travailleurs. Et là, ce qu'on demande à l'utilisateur ou même aux citoyens en général, parce que comme je disais, l'autorisation est un projet de société plus qu'un projet de livraison de repas, hein. Ouais. Donc, rejoignez les manifestations, on les rend publiques, on prévient les journalistes. Venez, on est aujourd'hui, les VTC et les livreurs à vélo sont au premier rang d'une lutte qui, d'ici à quelques années, sera généralisée au monde du travail en entier si on le laisse faire. Donc, non, boycottez pas une livraison de repas. Il y a un enjeu, on devrait aller dans la rue tous pour ça. Et de toute façon, on doit connecter de plus en plus les luttes pour montrer que justement cette concurrence qui est complètement artificielle qu'on nous met nous entre travailleurs, elle est décidée par la même catégorie du pouvoir économique en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie de la finance qui a décidé d'investir énormément d'argent dans des sociétés qui pour le moment ne le rendent pas réellement à leurs actionnaires parce qu'il n'y a pas de bénéfices qui sont engrangés. Je parle des plateformes même comme Uber qui n'ont pas de bénéfices. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore des centaines de millions, des milliards d'euros d'investissement? Puisqu'il y a un projet de société derrière. Alors non, on ne parle pas de livraison de sushi, on ne parle pas de transporter des personnes en sortie de boîte de nuit parce qu'il n'y avait pas assez de taxis. Faut qu'on élargisse cette question de l'ubérisation au monde du travail en général. Et nous, aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est effectivement, il y a peut-être une bonne partie de la jeunesse, c'est pas une majorité, mais il y a des gens qui se posent la question de l'autonomie dans le salariat. Et je pense que pour en avoir rencontré beaucoup, les gens qui se posent pas mal cette question et qui disent qu'ils préfèrent être indépendants parce que ça leur permet de choisir leur planning quand ils le souhaitent, etc. Sauf que bon, maintenant, tu es obligé de travailler le midi et le soir pour avoir de quoi vivre. Mais bon, il y a une recherche d'autonomie qui est faite et je pense qu'elle est possible. Il est possible de trouver cette solution à l'intérieur du salariat et avec les protections que le salariat amène. Je pense qu'on peut améliorer même le statut du salariat, puisque s'il y a des gens qui en sont déçus, ben, il y a aussi des raisons. Nous, on ne dit pas que le salariat, c'est la panacée et c'est la réussite assurée. Il y a tout un combat à faire. Et il faut qu'on réussisse à sortir de ce cadre, de dire, ben voilà, Amazon, on va boycotter puisqu'ils ont fait ça dernièrement. Ah ben la semaine prochaine, je vais boycotter Deliveroo, etc. Quant aux alternatives, effectivement, on a monté une alternative avec la fédération CopCycle, dans laquelle la coopérative pour laquelle je travaille à Bordeaux, on est dedans, pardon, cette phrase n'avait pas de sens réellement. Mais il y a une alternative, elle est complète dans le sens où démocratiquement, elle est quasi parfaite, quoi. Et on a les moyens de faire une concurrence, en tout cas sur la qualité du service largement,
et sur le modèle logistique qui est dans la livraison, par exemple. Et je pense qu'on peut le faire dans toutes les sortes de jobs qu'on puisse faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas les centaines de millions d'investissements de la finance. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense qu'on peut avoir, par contre, les gouvernements, les États, l'Union européenne, qui peuvent décider, par contre, des grandes orientations qui peuvent largement faciliter la création de coopératives plutôt que de faciliter la création de plateformes de travail. Merci à tous les deux. Leïla, on peut trouver ta directive, la proposition de directive sur un site? Sur mon site internet, leilachebi.eu ou sur ma page Facebook. Super. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Merci à tous les deux. Merci Pierre.